Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir Yaoundé pour votre décryptage quotidien de l'actualité 19h, 21h, 18h, 20h GMT. Alors que le président Teodoro Obiang Bazogo de Guinée équatoriale, le roi Mohamed VI du Maroc, le président Macky Sall du Sénégal et tout récemment Nana Akufo-Addo du Ghana ont tous reçu leur première dose du vaccin anti-Covid. Au Cameroun, par contre, l'on abreuve les populations de discours alarmants les uns plus que les autres. Tenez, hier, au cours de la conférence conjointe ministre de la Communication, ministre de la Santé, délégué général de la Sûreté nationale, sur la sensibilisation de la communauté nationale au strict respect des mesures barrières édictées contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, va rappeler que la lutte contre le Covid-19 constitue un enjeu majeur pour le gouvernement de la République. Ce d'autant plus que ces derniers mois va ajouter le porte-parole du gouvernement, l'on a enregistré une réelle montée en puissance du Covid-19 dans notre pays. Cela se traduit dans les faits par ces chiffres. Entre le 23 décembre 2020 et le 25 février 2021, l'on est passé de 25 738 cas positifs à 35 714 cas de Covid-19, soit plus de près de 10 000 nouveaux cas en 2 mois. Pour ce qui est des décès et dans le même intervalle, on est passé de 446 en décembre 2020 à 551 en février dernier, soit 105 cas en 2 mois. Le ministre de la Santé publique fait savoir pour sa part que février 2021 a battu tous les records, car en une seule semaine, l'on a enregistré 2150 cas positifs, plus que les 2028 cas enregistrés en une semaine en juin 2020, considéré comme le pic de l'épidémie au Cameroun. Cette recrudescence Covid-19 au Cameroun a pour, selon le gouvernement, un seul responsable, la population. Elle aurait, de l'avis du gouvernement, relâché les mesures barrières, à savoir port obligatoire du masque, respect de la distanciation sociale et lavage des mains. Et se caractériserait la population par une indiscipline à nul autre pareil, portant ainsi préjudice à la stratégie nationale de riposte. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée depuis Douala par Cédric Nouffelé. Quant à nous, on se retrouve après pour le débrief du journal. Alerte Covid-19 au Cameroun, 105 décès en 2 mois. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Camille Ateba. Camille Ateba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Serge Alonto, et je me réjouis d'être parmi vous et d'être dans cette grande kermesse intellectuelle qui voudrait que nous échangions et que nous apportions une braise à cette pipe que fument tous les Camerounais tous les soirs. Merci encore de m'avoir convié. Ah, une pipe, c'est une pipe que les Camerounais... Bon, du moins, je veux dire que ce plateau, cette émission qui est désormais pignon sur rue, oui, devient cette pipe-là que nous fumons tout le temps. Alors le fait de m'avoir invité ce soir à l'effet d'ajouter une braise à cette pipe concourt davantage à l'éclosion de cette émission, raison pour laquelle je me réjouis d'être parmi vous, encore que ça fait assez longtemps quand même que je n'ai pu être invité du fait d'un certain nombre de choses. Permettez-moi, parce que ça a failli m'échapper, de rendre un hommage à un patriarche que vous connaissez très bien, le patriarche sénateur Abanda Motoko Valère, comme vous le savez, a rendu l'âme cet après-midi. Et vous savez la grandeur de l'homme qu'il était. C'est le lieu pour nous ici de regretter ce décès et de rendre hommage à tout ce qu'il aura fait le long de son séjour sur Terre. Parce que ça, c'est ce qui concerne la politique et tout le reste. Ceci étant, je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité. Joseph Mbeiboum, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir également aux téléspectateurs d'Equinox Soir. Je voudrais commencer déjà par souhaiter beaucoup de courage au personnel de santé qui sont très frappés en ce moment par cette pandémie. Tout à l'heure en arrivant, j'ai au moins 5 directeurs d'hôpitaux qui me faisaient savoir qu'ils sont confinés parce que positifs
au Covid-19. Et 5 directeurs, vous dites? 5 directeurs d'hôpitaux qui me confirment, avant juste l'entrée en studio, qui sont confinés. Et depuis quelques semaines, il y a pas mal de personnel de santé qui nous écrivent tous les jours pour nous dire qu'ils ne sont plus actifs parce qu'ils sont confinés. Le personnel de santé, il faut le souligner, c'est 28 personnes qui sont décédées depuis le début de la Covid, dû à cette pandémie. Et c'est 1218 personnels aujourd'hui qui sont contaminés de santé. Madame, monsieur, vous comprenez, il maîtrise les chiffres parce qu'il est directeur de la publication de Éco-Santé. Oui, merci. Oui, directeur de Éco-Santé, le CRI hebdomadaire, qui est bien entendu spécialisé des questions de santé. Mais dans le cadre de la société civile, il faut dire qu'on préside au destiné de l'Association des journalistes scientifiques et communicateurs pour la promotion de la santé en abrégé, AJC Pro Santé. Voilà, justement, à côté de vous, le monsieur santé du RC. Bonsoir, docteur Kou. Bonsoir, c'est Alain autour. Bonsoir aux autres co-panélistes et surtout bonsoir à vous nombreux téléspectateurs de cette édition phare qui a fini par imposer la cadence, n'est-ce pas, dans l'analyse de l'actualité nationale. Je voudrais donc vous remercier pour votre invitation. Je voudrais également que vous me permettiez, pour cette entrée dans cette émission, de saluer des camarades, parce que comme vous l'avez dit, je suis responsable au MRC des questions de santé. Mais je profite de l'occasion pour saluer mes camarades qui, au moment où nous parlons ici, où nous jouissons d'une relative liberté d'aller et de venir, qui, eux, malgré tout cela, sont retenus dans les géoles, qui sont, pour ainsi dire, pris en otage, parce que le malheur de notre pays veut que nous soyons dotés, au cours des dernières années, d'une sorte de preneur d'otage national, et donc qui retient captif dans les géoles de la dictature nombre de mes camarades. Je pense ici au professeur Alain Foguet, je pense qui est le trésorier national du MRC, je pense à M. Pascal Zamboué, qui est le coordonnateur national de notre parti. Je pense à M. Olivier Bibounissak, qui est à la fois porte-parole du président national et conseiller. Je pense aussi à d'autres camarades comme Jules Sorpe, comme Kamdom Carlos et bien d'autres à la prison de Kondengui, à la prison de New Bell, à la prison d'Onfou également. Donc je voudrais leur témoigner ici nos hommages pour le sacrifice qui est le leur dans cette marche méthodique, mais cette marche convaincue et résolue vers la libération du pays. Je voudrais maintenant chuter en rejoignant mon prédécesseur dans la prise de parole qui parlait justement de l'état dans les hôpitaux pour dire qu'effectivement les performances ou l'état actuel du Covid dans les hôpitaux est plus que préoccupant. Il y a 2 jours encore, j'étais informé de ce que 14 médecins de l'hôpital central de Yaoundé, dont certains sous oxygène, étaient atteints de Covid. C'est pour dire... Là, vous parlez de ce qu'on est convenu d'appeler deuxième vague? Bien sûr. Oui. Il y a 2 jours, là, j'ai eu l'information, il y a 2 jours, dimanche, je veux dire, dimanche soir. Et donc, quand vous avez dans un hôpital phare, comme l'hôpital central, un tel nombre de médecins touchés, dont certains sous oxygène, vous comprenez que le mal est plus que grave et il est temps de se remonter. Docteur Ko, vous avez ouvert la brèche, on reste donc là, vous êtes médecin. Lorsque le médecin, celui-là qui est censé apporter du bonheur aux malades, est déjà touché, comment dans la corporation on se sent? Est-ce que ça affecte le moral des autres médecins? Parce que le médecin est un être humain, ça affecte nécessairement le moral. D'abord parce qu'il se rend très bien compte qu'il évolue dans un environnement vulnérable, une vulnérabilité à la limite, je ne vais pas dire souhaitée, mais autorisée, parce que quand vous vous intéressez aux hôpitaux, notamment à la protection des personnels de santé, vous vous rendez compte que très peu d'hôpitaux, vraiment c'est un euphémisme d'ailleurs, disposent des équipements de protection individuelle. Aujourd'hui, que ce soit les médecins ou les infirmiers ou les sages-femmes, les techniciens, ne disposent pas de matériel à leur disposition. Qu'est-ce qu'il faut pour un médecin aujourd'hui? Les masques, les combinaisons? Il lui faut des surblouses. Oui, surblouses? Absolument. Une blouse sur la blouse? Non, en fait, un vêtement que l'on met soit sur les habits, soit sur la blouse. Okay. De manière à ce que ce soit ce vêtement-là qui soit en contact avec le virus, qui est supposé être contaminé par voir exactement, de manière à ce qu'il y ait donc cette limite-là entre lui et le milieu. Donc il faudrait des subblouses, il faudrait des masques de protection, il faudrait des gants de façon systématique, à la fois pour le médecin, l'infirmier, enfin le personnel de santé, mais aussi pour le malade. Parce que n'oublions pas que les malades, même s'ils viennent pour d'autres affections qui n'ont rien à voir avec le Covid, peuvent toujours être porteurs
de virus sans être forcément touché par la maladie. Voilà, ok. Oui. Camille Ateba, cette sortie des membres du gouvernement hier, le ministre Sadi dit exactement ceci. Ces derniers mois, la lutte contre le Covid-19 constitue un enjeu majeur pour le gouvernement de la République, d'autant plus que ces derniers mois, l'on a enregistré une réelle montée en puissance du Covid dans notre pays. Quelqu'un m'a dit en entrant dans ce studio, le gouvernement fait ce constat, mais comment comprendre que les bars restent ouverts? Dans les taxis, c'est toujours le surcharge. Les gens n'abordent pas les masques. Surcharge même sur les motos. Par rapport aux 13 mesures du 17 mars dernier, on a mis sur pied des mesures en mars 2020, mais aujourd'hui on se contente des constats. Comment comprendre cette attitude? On organise même des spectacles parce qu'on annonce le 8 mars en pompe également. Vous posez une très bonne question. Et tout à l'heure, dans votre préambule, vous annonciez directement le doigt accusateur qui était pointé sur les populations. Oui, ça c'est ce qui ressort de la communication. Je m'interroge à ce niveau parce que lorsqu'on sait que c'est ce gouvernement qui est garant du bien-être des populations, de ces populations au Cameroun, et qu'à un moment donné, il nous souvient qu'il y a cela un an, parce que c'est en mars 2020, effectivement, que le Cameroun vivait ses premiers effets en rapport avec cette pandémie. Il y avait eu une batterie de mesures au nombre de 13 qui avaient été prises à l'effet de circonscrire les dégâts ou alors de limiter la propagation de la maladie. Et lorsque ces mesures avaient été mises en place, bon gré mal gré, les populations qui aujourd'hui semblent être accusées ou être ceux-là qui sont des désordonnés, des gens qui sont indisciplinés, on peut le dire ainsi, le terme bon gré mal gré se sont mis en règle avec cela, à l'effet d'éviter de se faire contaminer ou alors de répandre la maladie ça et là dans toute la République. Ces mesures étaient tellement difficiles à vivre, mais les populations dans lesquelles nous nous retrouvons étions obligées de nous convaincre à cela, c'est-à-dire de les respecter et de faire tel que cela avait été dicté par le gouvernement en place. Mais au moment où nous étions encore en train de nous habituer déjà au travers de ces mesures, que subitement, le même gouvernement le 30 avril nous a présenté un autre aspect de la chose, nous présentant une levée de mesures selon lesquelles, au travers d'un ensemble de faits selon eux, qui démontraient que le virus commençait à se dissiper peu à peu, et puis il était question de lever un certain nombre de mesures, parmi lesquelles les fréquentations dans les bars en grand nombre, les surcharges dans les taxis et autres. C'était des situations qu'on avait mis en veilleuse à l'effet d'éviter aux gens de se faire contaminer. Lorsque le gouvernement lui-même, pour des raisons qu'on nous avait données à une certaine époque d'ordre économique, parce qu'il y avait certains opérateurs qui se plaignaient déjà, ils ont levé ces mesures. Je ne sais pas si en ce moment-là, ils se sont rendus compte que on réexposait davantage les mêmes populations qui sont accusées aujourd'hui. Nous y sommes partis. Même la police qui faisait, comment je peux dire, une certaine vérification, un certain contrôle, ne fût-ce que sur le port du masque, avait baissé la garde. À un moment donné, on s'est même dit, dans notre environnement, que cette affaire n'existait plus, de telle façon que lorsque vous mettiez le masque à un moment donné, dans votre environnement, vous paraissiez comme... vous le malade. En fait, vous paraissiez comme un fou. Parce que cette affaire paraissait déjà partie. Mais donc le masque est devenu une curiosité pour ceux-là qui le portaient. Et ça ne gênait personne. Et jusqu'à ce moment où on nous annonce au niveau des médias internationaux qu'il y a une recrudescence de cette maladie sur un autre aspect, ou alors ça a eu un autre volet qui est apparu. Et maintenant, il faut reprendre avec des mesures barrières. Mais curieusement, ces mêmes mesures, ces mêmes décisions qui sont en train d'être prises, ces mêmes révélations que nous connaissions il y a cela un an, sont les mêmes qui reviennent un an après, mois pour mois. C'est quand même une coïncidence curieuse, selon moi. Okay. Et maintenant, nous sommes en train d'aller directement vers la mise en place encore de ces mêmes mesures barrières qui sont un sous-couvert d'un confinement. C'est un confinement déguisé. Et tout ce qui se passe là, je suis d'accord avec les docteurs ici en studio et puis la conférence des membres du gouvernement qui a eu lieu, que la situation est grave, la situation est là. Mais qu'est-ce qui aura amené le gouvernement
à lever ces mesures. Je pense que si nous étions restés sur ce câble-là qui avait été pris, on aurait limité un certain nombre de choses jusqu'à aujourd'hui et ça nous aurait permis d'éviter tout ce que nous avons au jour d'aujourd'hui comme constat où on vous sort des chiffres ahurissants, où vous avez même l'impression que même nous ici dans ce studio, il n'est pas exclu que nous serons contaminés au sortir d'ici. Donc moi je me dis nous avons oui, c'est pourquoi je dis nous avons tout prévu, hein. Il y a le gel nous basant sur les chiffres et sur le tintamarre médiatique qui est encore en train d'avoir effet là maintenant. Il y a comme une psychose qu'on va encore remettre dans la tête des populations. Or maintenant ils font cette conférence de presse, ils font un constat. Le délégué général de la Sécurité nationale dit qu'on ne pourra pas mettre un policier derrière chaque citoyen pour vérifier. Mais cependant, on ne nous dit pas la conduite à tenir. On demande plutôt aux populations de se comporter décemment. Comment je vais me comporter décemment en évitant la maladie? Quand je sais que le taxi qui m'a transporté de chez moi pour Equinox aujourd'hui, on m'a serré. Vous avez accepté, vous avez voulu qu'on vous serre? J'ai le choix. Voilà. Non, puisque en ce temps-là, tu vas faire comment pour te déplacer? C'est là la première difficulté. De deux, lorsque vous permettez que les bars soient toujours remplis, il y a des concerts comme un artiste congolais est venu dernièrement, on l'a même présenté comme un trophée de guerre lors de l'anniversaire du président de la République, comme étant un cadeau d'anniversaire. La salle était pleine. Lorsque vous organisez des concerts au palais, à l'ancien palais présidentiel, comme samedi dernier, où il y a une petite artiste gospel qui a organisé tout un spectacle là-bas, il y avait ces mêmes membres du gouvernement là-bas. Lorsque vous permettez que les marchés soient toujours courus par les mêmes populations que vous accusez aujourd'hui, lorsque les boîtes de nuit sont ouvertes, de quel constat vous parlez et de quel Covid dont vous parlez. Il faudrait qu'on soit donc par conséquent cohérent envers nous-mêmes. C'est-à-dire nous partons d'un fait qui est bien vécu, bien constaté et qui touche le monde pour répandre donc, c'est-à-dire la mesure salutaire pour le bien-être des populations dans cet ensemble et non chercher ici le bouc émissaire comme on semble nous le présenter là, voilà, qui est la population. Justement, Joseph Benboum, c'est trop facile de pointer un doigt accusateur sur les populations. Parce que le président, lui-même dans son discours du 31 décembre, il a fait le constat selon lequel les populations avaient commencé à relâcher les mesures barrières. Et hier, cette sortie des membres du gouvernement vient confirmer. On dit que c'est la population, par son indiscipline, qui a lâché les mesures barrières. D'où ces chiffres que nous avons aujourd'hui. Alors, je me souviens, Serge Alain, que quand Covid a commencé, nous avons adopté un certain nombre de dispositions au-delà des mesures gouvernementales. Je suis sûr que vous, comme moi, chacun prenait un peu d'eau chaude, un peu de tisane, un peu d'artémisia, et puis toutes les décoctions qui pouvaient venir du village. Peut-être qui ne guérissaient pas la maladie, mais qui contribuaient à renforcer l'immunité individuelle. Et nous savons tous que le docteur Kokiela peut vous le dire davantage. Les gens qui ont une immunité fragile sont beaucoup plus exposés à faire la maladie, à développer peut-être des complications liées à la Covid. Et nous avons avancé. Seulement, en avançant, en appliquant ces différentes mesures-là, à un moment, l'épidémie a commencé à se calmer. On est arrivé à un stade où le taux d'occupation des lits était à moins 0,5%. Je me souviens au mois de novembre. Et puis, on a eu pas mal d'organisations qui ont félicité le Cameroun pour cette maîtrise en ce moment-là de la pandémie. Seulement, il me souvient que quand l'OMS écrit au Cameroun, quand le FMI écrit au Cameroun, quand tous ces organismes écrivent au Cameroun, ils disent « Nous félicitons la maîtrise, mais nous vous recommandons fortement de continuer avec les mêmes mesures qui vous ont permis de maîtriser la pandémie. » Il me souviens qu'à un moment, le ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, est devenu un peu comme un pantin, je préfère le dire comme ça, parce qu'à un moment, dans ce tweet, avant qu'il arrête, il disait « Je vous conseille de continuer à respecter ». Mais dans le reste du gouvernement... Le fait pour lui d'avoir arrêté, c'était si... Ça a dit que c'était fini la pandémie. Je ne suis pas dans le secret du gouvernement, oui. Mais j'imagine que quand vous êtes dans l'appareil gouvernemental et que vous faites un travail et qu'à un moment vous n'avez pas ce que le chef de l'État appelait souvent la solidarité gouvernementale, on a comme impression que vous évoluez à vase clos. Et je me dis à ce moment-là, il s'est dit peut-être mieux vaut arrêter. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais je dis,
jusqu'à ce dernier tweet, il a toujours dit il faut continuer. Et je me souviens qu'au cours d'un échange, il nous disait il n'était pas très d'accord avec cette sorte de levée de bouclier. Donc, on a eu justement ce relâchement-là. Et à un moment, la population a compris que la pandémie était finie. Il me souvient que parfois quand je me baladais au quartier avec mon masque, on me disait vraiment, excuse-nous avec ces histoires-là. Et je disais aux gens, je vous assure que cette affaire-ci va reprendre, et quand elle va reprendre, ça sera encore plus dangereux, parce que quand elle va reprendre, personne ne croirait. Et c'est ce qui se passe en fait. On a eu des premiers cas, et quand vous échangez avec les gens, vous disiez, Covid est fini. Vraiment, vous êtes en train d'inventer vos chiffres, jusqu'à ce que les gens commencent à vivre dans leur famille. Donc aujourd'hui, la responsabilité, le gouvernement a une part de responsabilité dans ce qui arrive. Et je pense qu'il est plus qu'urgent aujourd'hui de prendre un certain nombre de dispositions. Et je vais vous rappeler, Serge, officiellement au Cameroun, on n'a jamais levé les 13 mesures. Mais, nous sommes dans une république de tolérance. Oui, tolérance partout. Hein. Moi, j'adore cette mesure-là. Nous sommes dans une république de tolérance, oui, je préfère le dire comme ça, parce qu'officiellement, on n'a jamais dit que... Voilà, prenons la mesure 4 du 18 mars. Du 17 mars dernier, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Oui. On a vu des spectacles qui ont été organisés, Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, que effectivement... On n'a jamais levé ces mesures. On n'a jamais levé. Je me souviens qu'avant cette sortie, le ministre a retweeté, si vous suivez régulièrement ce tweet, il disait « Les mesures n'ont jamais été levées ». Mais personne ne respecte. Et puis maintenant, quand vous organisez un événement, ces gens-là, il vous faut une autorisation de déclaration à manifestation publique qui est signée par un sous-préfet. Et puis, je crois qu'il y a un dossier que vous soumettez au sous-préfet avant qu'il vous accorde cette autorisation. Donc le sous-préfet, on laissé faire alors. Donc on sait très bien que c'est une manifestation qui va drainer plus de 50 personnes. Qui va drainer plus de 50 personnes. On donne l'autorisation. Je pense qu'en ce moment, on ne peut pas en vouloir à la population. Mais aujourd'hui, la maladie est là. Il est temps que chacun reprenne conscience, que ce soit la population, parce que il ne faudrait pas se laisser entraîner en se disant c'est la faute du gouvernement, parce que quand vous mourrez, d'après tout, c'est votre famille qui subit, c'est vous qui partez, abandonnez une famille. Il est temps aujourd'hui qu'on passe à la prise de conscience au niveau de la population, mais également du gouvernement. Okay. Et il faut que le gouvernement réagisse et prenne un certain nombre de dispositions sans délai. Docteur Oko, on revient donc sur cette préoccupation qui est là. Le coupable, selon le gouvernement, est vite trouvé, hein, la population. Est-ce que c'est ce qu'on devrait attendre d'un gouvernement? Bon, c'est toujours assez... On a pris les 13 mesures, est-ce qu'on n'a pas accusé la population? Le gouvernement a dit, à partir du 18 mars 2020, voici 13 mesures. Mais maintenant, on dit non, c'est à vous de... Qui sont d'ailleurs complétées le 4 avril, le 9 avril, par 6 autres mesures. Ok. Docteur Oko. Oui, je commencerai par dire que s'il y a un mot pour résumer ce qu'a été l'attitude du gouvernement jusqu'ici, eh bien, je choisirais le mot irresponsabilité, tout simplement. Donc, ça répond à votre question et ça me permet justement de dire en quoi il y a eu, depuis au moins le 6 mars, date à laquelle nous avons eu les 3 premiers cas. 6 mars 2020. Exactement. Depuis le 6 mars, pourquoi il y a eu de l'irresponsabilité de bout en bout. Alors que nous sommes dans un contexte d'épidémie au Covid-19, nous sommes là en novembre, nous sommes les premiers cas qui signalaient déjà la recrudescence, n'est-ce pas, la nouvelle vague qui arrivait, ont commencé en fin novembre, début décembre. Mais le Cameroun a quand même hébergé une compétition internationale. Donc vous aussi, il y a des gens qui voient le CHAN dans cette il ne suffit pas de voir, c'est une évidence. Une évidence. C'est une évidence, oui. Donc je suis affirmatif, ce n'est pas une hypothèse. Oui. J'affirme que lorsqu'il y a des manifestations de groupe, cela est un élément déclencheur d'une dynamique de transmission. D'ailleurs, les différents modèles mathématiques aujourd'hui à notre disposition démontrent clairement qu'il y a une corrélation, que lorsqu'il y a des manifestations de groupe, eh bien, elles sont suivies par une dynamique de transmission dans les 6 semaines. Et dans les 6 semaines, le taux de personnes contaminées est multiplié par 8 au moins. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation mathématique entre le CHAN,
entre les concerts, ici et là, y compris des artistes de renom, on les aime bien, mais écoutez, quand on est malade, on peut se passer des concerts. Donc il y a une corrélation entre ce type de manifestation-là et la recrudescence et la dynamique de transmission. Donc, laisser faire ce genre de choses, alors même que le pays n'est pas sorti de la spirale de la contamination, c'est de l'irresponsabilité. Il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, on rappelait un peu le début de la pandémie et les mesures qui avaient été prises justement. Je vais relever une seule, pour ne pas être très long. Oui. Celle qui est relative à la fermeture des débits de boissons. Oui, je vous fais remarquer que dans notre pays, jamais on a fermé des débits de boissons. Jamais on a fermé. On a accordé... On appelle le 18 mars, là? Non. Le 18 mars, on a fait une restriction jusqu'à 18 heures. Jusqu'à 18 heures. Ce n'est pas la fermeture. Oui. Ça veut dire qu'à 8 heures du matin, à 12 heures, à 14 heures, à 15 heures, à 16 heures, les Camerounais pouvaient y aller, s'empiffrer d'alcool, faire la fête, danser, faire tout ce qu'ils veulent. Et donc, cela constituait et restait un foyer possible de transmission. Or, qu'est-ce que devrait faire un gouvernement responsable? Il devrait identifier tous les scénarios possibles de transmission de la maladie. Et arrêter cela, parce que c'est à ce niveau-là qu'on rompt la dynamique de transmission. C'est-à-dire, lorsque le pays est attaqué par le virus, on identifie les différentes sources de contamination et on les arrête. Donc, un pays qui est responsable ne peut pas laisser les bars ouverts jusqu'à 18 heures. Et d'ailleurs, la mesure n'a pas duré. Quelques temps après, on a complètement libéralisé. On a dit, le 30 avril, voilà, c'était des scènes de joie. Hein. Exactement. Et on a ouvert maintenant, c'était du 24 sur 24. Donc ça, c'est de l'irresponsabilité. Il n'y a pas que ça. Mais en même temps, on a vu, il y a eu une pression de la part de ces gros opérateurs économiques. Oui, c'est là où le rapport de force... expliqué... C'est là où joue un facteur politique très important. Oui. Celui de la légitimité. Parce que quand un gouvernement est légitime et qui sait qu'il doit rendre compte qu'au peuple, il répond à ces opérateurs, messieurs, le plus important pour moi, c'est le peuple camerounais. Vos intérêts sont accessoires lorsque la vie des Camerounais est en danger. Donc, c'est là où apparaît très bien l'illégitimité, qui fait qu'on est à la merci de tous les désirata. Donc, je disais qu'il y a eu cette question-là liée à cette levée de bouclier-là, oui. à cette non-prise en compte des lieux de réjouissance comme élément de transmission de la maladie. Il y a eu, si vous vous souvenez, en juillet 2020, réduction du salaire des médecins. Voilà un pays qui depuis 3-4 mois est en pleine épidémie et qui, au lieu de motiver, de remobiliser les troupes, parce qu'il faut très bien dire à ceux qui nous écoutent que le Covid auquel nous faisons face, c'est un peu comme une guerre sanitaire. Et dans cette guerre sanitaire-là, les premiers soldats, ceux qui sont au front, c'est le personnel de santé. Vous ne pouvez donc pas, si vous êtes responsable, si vous recherchez véritablement que s'inversent les tendances épidémiologiques, vous ne pouvez pas à ce moment précis-là amputer du salaire des médecins une partie. Ça veut dire que vous démotivez et vous ne leur donnez pas envie de travailler. Ça encore, c'est de l'irresponsabilité. Je vais vous rappeler que le 3 avril, le président national du MRC, Maurice Kamto, a lancé une initiative humanitaire devant le déficit, n'est-ce pas, de leadership qu'avait montré jusque-là le gouvernement. Parce que rappelez-vous que des sorties avaient été faites avant cette date-là pour appeler M. Paul Biya, qui s'est octroyé lui-même la fonction présidentielle, à prendre donc ses responsabilités. Il ne l'a jamais fait, malgré toutes les mises en demeure. Mais malgré cela, rien n'était fait ni par lui, ni par son gouvernement, ni même par le ministre de la Santé. Alors le président Kamto a lancé le 3 avril l'initiative suivie Cameroun Survival Initiative, qui, comme vous le savez, a mobilisé les Camerounais. Et je crois qu'aujourd'hui, je n'exagère pas si je dis qu'il n'y a pas dans l'histoire politique du Cameroun une telle mobilisation humanitaire des Camerounais. Lorsque l'initiative est mise en place, il est question de doter les Camerounais, en particulier les nécessiteux, de masques, de gel, de savon. Mais la surprise, la nôtre, est la suivante. Alors que le gouvernement ne fait rien pour doter les Camerounais de masques et de gel, il s'en prend à des bénévoles humanitaires. Je dois rappeler que ce soit à Yaoundé, à Saint-Mélima, à Kiossi, un peu partout, des gens ont été arrêtés, des gens ont été violentés, des gens ont été détenus pendant des jours. Voilà un gouvernement qui ne fait rien pour la population. Voilà un gouvernement qui, alors que le peuple s'auto-organise dans le cadre d'une initiative humanitaire, reprime ce peuple-là. Et après, on dira que c'est les Camerounais qui sont indisciplinés. Donc, je prenais tout cela pour montrer que s'il y a une chose qui est constante depuis le début, n'est-ce pas, de cette lutte contre le Covid, c'est l'irresponsabilité du gouvernement. Il y a comme une vacuité de leadership. Les gens ne prennent pas leurs responsabilités et après, il est toujours très facile de venir pointer d'un doigt accusateur les populations qui ne demandent qu'à voir des mesures être prises et, comment dire ça,
prises pour leur bien et pour ces populations-là de s'allier sur ces mesures-là. Vous ne pouvez pas ne pas prendre des mesures. Vous ne pouvez pas prendre des mesures et ne pas suivre leur mise en œuvre et accuser les gens, n'est-ce pas, d'être irresponsables. Non, d'être indisciplinés, pardon. Non, c'est plutôt de l'irresponsabilité que de ne rien faire. Parce que lorsque, et ça justement, je finis par là, lorsque vous êtes capable d'arrêter un bénévole qui distribue des masques, ces jalons autour, qui distribue des gels, ça veut dire que votre comportement est plus que de l'irresponsabilité. C'est autre chose. J'ai envie de dire que c'est une chose qui épouse les contours de la méchanceté. Parce que vous dites à la personne qui reçoit ce masque-là, je ne vous donne pas de masque, vous n'en aurez pas, et si des gens vous en apportent, je vais les punir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, c'est quasiment de la méchanceté. Et ça, c'est très grave lorsqu'un gouvernement, on estime qu'un gouvernement est à même de prendre ses responsabilités devant l'opinion. Oui, Joseph. Oui, vous l'avez dit, je m'intéresse aux chiffres. Oui. Et très souvent, dans notre démarche scientifique, on aime quand même quand les faits sont respectés parce que chez nous, elles sont sacrées. Oui. Je voudrais juste quand même peut-être revenir sur un petit élément que Dr Oko a évoqué tout à l'heure. Non, on n'a pas réduit le salaire des médecins durant la Covid. Il s'est avéré qu'il y avait une prime de technicité, agent technique, qui avait été abrogée par un décret de 2002 et qui octroyait d'autres types de primes. Et dans l'application de cette mesure-là, on est surpris que 18 ans plus tard, il y a 4900 personnels de santé, pas seulement les médecins, c'était les infirmiers, les techniciens. Covid. Pendant Covid, Non, pendant que le personnel a besoin d'être motivé. Non, je voudrais préciser que, parce que quand on dit on a coupé le salaire des médecins, c'est comme si la mesure concernait uniquement d'abord les médecins, ou alors c'était tous les médecins. Non. Si je reviens pour ce qui est des médecins, c'était 2000. C'était 4200 francs qu'on a enlevé. Nous avons tous été d'accord que le timing n'était pas bon, mais après concertation entre les médecins et leur tutelle, je crois qu'ils sont arrivés. Je voulais juste préciser que ce n'était pas une coupe de salaire, mais c'était tout simplement un trop perçu. Voilà, un trop perçu a décidé d'arrêter quelques personnels fonctionnaires, parce que ça ne concernait nullement. Qu'on a décidé d'arrêter en période Covid. Je dis, c'était en période Covid, le timing n'était pas bon, mais je dis quand même que l'information, c'est que ce n'était pas tous les médecins, et c'était un trop perçu, si on peut l'appeler comme ça. La différence qu'il y a entre mon compatriote et moi, c'est que je suis médecin, lui n'est pas médecin. L'autre différence également, c'est que sa tentative de justification ne passe pas, parce que le résultat matériel est le même. On aurait pu prendre la mesure que vous citez 5 mois plus tôt, 1 an plus tôt, 10 ans plus tôt, 50 ans plus tôt. Il reste que le résultat matériel est survenu en juillet 2020. C'est un fait incontestable. Donc, la justification qui consisterait à... vous avez un problème avec le timing, c'est ce qu'on doit comprendre. J'ai le problème avec la responsabilité, d'une manière générale. Ça veut donc dire que lorsqu'on a pris une mesure il y a 18 ans, à supposer que ce qui dit d'ailleurs soit vrai, je parle sous réserve de la vérification, on a la responsabilité, si on a passé 18 ans sans Covid à ne pas l'appliquer, on a la responsabilité de ne pas l'appliquer en plein Covid. C'est le B.A.B.A. monsieur, il n'y a rien à justifier. Oui, voilà. Vraiment, je voudrais juste pour dire que je pense que quand on est gouvernant, si aujourd'hui vous êtes directeur général d'Equinox et que vos prédécesseurs ont eu à manager d'une certaine façon, et que vous arrivez et que vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous devrez regresser, je pense qu'il est de votre devoir également de le faire. Donc, est-ce que parce que quelque chose a été appliqué à demi-mesure depuis 18 ans qu'on devrait laisser cela continuer? Je ne suis pas d'accord. Maintenant, sur le timing, est-ce qu'il fallait l'appliquer pendant la Covid? Je suis d'accord et nous l'avons dit haut et fort que le timing n'était pas bon. Mais maintenant, sur le principe,
je crois que c'est autre chose. Et je précise encore que ce n'était pas une réduction du salaire de tous les médecins camerounais, encore moins de tout le personnel. Camille Ateba, 13 mesures, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que non, il faut revenir carrément à ces mesures-là. Surtout ces foyers, comme a dit Dr Oko, où le virus se balade, on va le dire comme ça. Oui, ces mesures étaient d'abord très salutaires et je pense qu'elles s'inspiraient déjà même des données de l'OMS. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait au maximum restreindre le flux de personnes à un endroit, à un environnement. Maintenant, les pôles d'agglomération de personnes ou des pôles de regroupement majeurs avaient été suffisamment mis en difficulté à travers ces mesures. Et certains de ces pôles... Comment comprendre donc que maintenant que ces chiffres sont là, ils effrayent même, à la limite? Non, ils ne devraient pas effrayer. Quand vous parlez de 105 morts en 2 mois... Ils ne devraient pas effrayer parce que depuis mars 2020, on nous les présentait déjà. Et les 13 mesures, du moins les mesures de barrières qui avaient été mises en place, commençaient à faire effet parce que il ne se passait pas un jour ou une matinée sans que le ministre de la Santé ne vous fasse un tweet concernant un nouveau score enregistré. Un nombre de décès ici, un cas par là, et ça faisait peur. Ça menait donc les uns les autres même à prendre conscience de ce que la maladie est véritablement essentielle. Mais je vous assure que nous sommes dans un environnement où, si vous montrez, vous les gouvernants, une certaine légèreté sur une affaire qui se veut sérieuse, je ne voudrais pas parler d'irresponsabilité comme le docteur Eko, mais on n'est pas loin de là. Il va sans dire que même le gouvernement est comptable et assume même cela. Parce que lorsque vous savez que si vous sortez le matin, vous n'avez pas le masque et vous serez peut-être pris par la police, et qu'à un moment donné, cela n'est plus effectif, quelle est la pression? C'est-à-dire, on va me dire que c'est dans votre intrinsèque qu'on ira chercher la conscience personnelle pour te dire que le matin, il faut prendre le masque. C'est faisable, mais c'est très difficile à la longue. Donc, je me dis que si on continuait dans cette logique, on serait suffisamment à l'abri d'un certain nombre de choses aujourd'hui. Ce qui arrive aujourd'hui devient comme du réchauffé déjà connu. Et à un moment donné, permettez-moi l'expression, ça n'impressionne pas certaines personnes. Il y a des gens, même si on leur montre des gens couchés comme ça se passe désormais dans des télévisions, tant qu'ils n'ont pas vécu ça dans leur environnement immédiat, ou bien n'ont même pas été atteints par cela eux-mêmes, ils ne peuvent pas croire à ça. Encore qu'il y a certaines choses qui se sont dites au lendemain de la première vague qui est sortie en 2020, c'est-à-dire où vous pouviez souffrir d'un autre mal, mais lorsque vous décédez, on aura vite fait de vous imputer le Covid comme effet de votre mort. Et c'est des choses qui se sont avérées. Et aujourd'hui, même certains corps qui ont été enterrés, certaines familles disent aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas de ça. Et vous présente certains, on peut appeler ça des preuves qui concourent à cela. Donc c'est tout ce méli-mélo donc qui ne garantit pas une certaine sérénité, même dans le comportement des gens. Et nous avons pris des exemples palpables. Un gouvernement rassure. Un gouvernement ne crée pas la psychose. Un gouvernement ne fait pas dans le, comme on a dit, le one-man show. Un gouvernement n'interpelle pas les gens présentant des faits aussi dangereux, aussi graves, et demande maintenant aux populations d'être un peu plus responsables les uns des autres. Comment quelqu'un va se sentir responsable lorsque le matin, il ne sait pas ce que son enfant va manger? Il ne va donc pas aller, par exemple, au marché du Fundi à 5 h du matin discuter un cajot de tomates lorsque les camions arrivent pour leur distribuer ça pour faire un commerce. Comment tu vas faire pour ne pas prendre un taxi lorsque le chauffeur de taxi lui-même, à l'époque, il savait que s'il se charge, le policier va lui demander de faire descendre des gens et lui-même aura une responsabilité pour laquelle il devra répondre. Et que lui, il sait que cela n'est plus faisable. Comment est-ce qu'on va parler de la responsabilité en ce temps? Ce que je voudrais dire ici, pour chuter, c'est qu'il faudrait que le gouvernement soit vrai. Si véritablement cette pandémie est de retour, revenons aux mesures barrières édictées dans le temps. Et qu'on ne nous ramène plus aussi ce spectacle ahurissant qui voudrait que quelques 3 semaines après, lorsque quelques opérateurs économiques qui tiennent certains de ces membres de gouvernement là quelque part vont commencer à se plaindre, qu'on vient nous dire ici qu'on dessert les taux ici parce que ça commence à s'améliorer, ça ne va pas. Regardez par exemple la cacophonie qu'il y a depuis ce matin entre le maire de Douala Premier et le préfet du Vouri au sujet de la fermeture des écoles maternelles par rapport à ce Covid. Voilà. Maintenant, il y a un conflit de compétences qui naît et on ne sait pas exactement qui a raison,
qui n'a pas raison. Si la maladie est même essentielle à cet endroit ou pas. Et ils s'en mêlent tous des pédales, il y a maintenant le droit qu'on lit. Donc ça devient une cacophonie généralisée du fait, donc, je rejoins le docteur Eko aussi, de l'irresponsabilité de ce gouvernement. Ça, il faut se le dire. Docteur Oko, cette situation, la fête nationale a été annulée le 20 mai, la présentation des vœux au président annulée, le 11 février, le défilé annulé. Mais comment comprendre que le Cameroun ait abrité un CHAN, la première compétition avec public? Le président l'a même dit dans son discours, les championnats continuent de se jouer en Europe sans public. Comment comprendre? Les spectacles, j'allais oublier, les spectacles se jouent avec le public. Comment comprendre cette façon de faire particulière au Cameroun? Je crois qu'il faut être membre de ce gouvernement pour apporter une réponse tout à fait correcte. Mais pour y, je vais commencer en remarquant que vous avez cité 3 événements dans lesquels au moins 2, à savoir la présentation des vœux et le fait du 20 mai où M. Biya doit être présent en public. J'ai l'impression qu'il se protège lui, mais quand c'est les autres, il laisse faire. Parce qu'il ne sera pas au spectacle, hein, je vous rassure. Donc, regardez bien la trajectoire des choses qui sont, des manifestations qui sont interdites. C'était juste pour observer que quand c'est des choses qui le concernent lui, ça donne l'impression que ça devient sérieux, et là il faut interdire. Mais quand c'est l'opium du peuple, quand c'est l'opium du peuple, quand c'est le divertissement, quand c'est le jeu, non, il y avait une logique, c'est-à-dire que le 11 février et le 20 mai se tiennent pratiquement, il fallait déjà annoncer le 20 mai, pas le 11 février. Donc ça c'est presque de la communication, dirait-on. Donc je voulais dire que pour comprendre ce gouvernement, je crois qu'il faut faire partie de lui. Parce que quand on l'observe de l'extérieur comme moi, on ne voit que de l'irrationalité. Parce que, ou bien vous faites l'hypothèse et vous prenez la décision même que nous faisons face, nous, en tant que gouvernement camerounais, peuple camerounais, à une menace, à une crise sanitaire majeure, et vous prenez des mesures qui répondent à cette décision prise-là, et vous restez cohérent de bout en bout, ou bien vous dites que ce n'est pas un mal et la vie continuera comme si de rien n'était. Et là, on fera à la fois le spectacle et la fête et le défilé du 20 mai. On fera à la fois le concert de je ne sais quel artiste et le défilé du 11 février. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de cohérence. Parce qu'il faut dire que les mesures que vous citez là, certaines ont été prises pendant que le chant se jouait. Oui. Donc il y avait des milliers de personnes dans les stades, mais on interdisait que le 20 mai les gens sortent. Donc vous comprenez que nous sommes dans quelque chose de pas très... On n'est pas très cohérent. À mon avis, ça cache l'incompétence. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Depuis que cette nouvelle vague a débuté, je n'ai pas souvenance d'une seule mesure majeure qui a été prise. Moi. Tout ce qu'on a se dit que non, les mesures les 13 mesures, oui, du 17 mars ne sont pas levées. Mais on voit très bien que le concert de l'artiste congolais dont vous parlez, c'est une effraction flagrante à ces mesures. Tout à l'heure, mon compatriote parlait d'un concert qui se serait tenu au Palais des Sports. C'est une violation flagrante des mesures du Premier ministre et on voit que des membres du gouvernement y étaient présents. Donc vous voyez que nous sommes dans une cacophonie qui n'a d'égal que l'incompétence de ce gouvernement. Ok, oui, rapidement, et avant Joseph. C'est toujours dans la logique de cette incohérence. Vous voyez, par exemple, nous sommes entrés à l'année 2021. La traditionnelle cérémonie des remises de vœux a été annulée du fait de cette pandémie. Mais, quelque temps après, vous avez le ministre de la Jeunesse qui va lancer officiellement les activités du 11 février, quelque part à Méni, dans l'extrême nord. Par la suite, on fait ce soir... Il y a plus de 50 personnes. Voilà. Par la suite, on vous annonce que les festivités, le 11 février, même ça dit le jour J de cette fête de la jeunesse, sont le défilé annulé et autres, mais on permet quand même d'autres manifestations annexes en rapport avec ce 11 février. C'est la même chose qui est en train de s'annoncer pour le 8 mars. C'est-à-dire qu'on va vous dire qu'il n'y aura pas fête de célébration, il n'y aura pas défilé, mais allez-y voir comment les pains s'achètent, les cabas s'achètent, ça et là, parce que les gens sont déjà en train de réquisitionner des bars et autres, des lieux de fête pour se manifester. De quel Covid nous parlons? C'est de ça qu'il s'agit ici. Ou alors, j'ai l'impression que nos gouvernants ont peur de mettre en place, parce que c'est ce qui faisait peur même la dernière fois, les mesures d'accompagnement pour soutenir les populations dans ces périodes-là. Peut-être, mais qui nous disent la vérité. Mais qui ne nous disent pas que voilà les faits, les gens meurent, voilà les situations, voilà les cas. Vous-même prenez vos responsabilités. Ça n'a pas de sens. C'est justement ça. Les gens meurent, les chiffres sont là, Joseph Mbeng. Les chiffres sont là. Prenez vos responsabilités. C'est ça le message du gouvernement? Moi, je pense qu'il y a
des problèmes à plusieurs niveaux. Oui. Moi, je veux d'abord revenir sur ce qui nous concerne, la communication. Oui. Je crois que ce qu'on essaie de relever, là, depuis, c'est qu'il y a un gros problème de communication. Ça veut dire que aujourd'hui, on a une information, demain, on a une autre, et après, on se rend compte qu'elles ne sont pas cohérentes. Et je voudrais revenir pour dire que hier et dimanche, sur un autre plateau, quelqu'un nous faisait observer au Gabon, par exemple. Je ne fais pas la comparaison entre les deux pays, mais dans la majorité des pays où il y a la pandémie, on communique les chiffres chaque jour. Comme d'ailleurs le ministre de la Santé le faisait au début de la pandémie. Oui. Et ce qui est d'ailleurs davantage intéressant, c'est qu'on vous communique les chiffres par région. Sur certains, c'est encore des provinces. Mais je me demande par exemple, pourquoi ne pas nous dire que dans, par exemple, voilà la situation dans le littoral, voilà la situation ce jour, dans tel nombre de tests effectués, etc. Pour revenir d'abord à ce qu'il évoquait, qui nous permettrait de prendre conscience que le mal est proche. Au début, on nous disait la région du centre est déjà contaminée, la région du nord est déjà contaminée. Aujourd'hui, on pourrait également nous dire on a tel nombre de cas dans le nord, on a tel nombre de cas au sud, on a tel nombre de cas. Cela permettrait de prendre conscience. Mais un autre élément, je l'ai dit à l'entame de mon propos, que moi je pense que le temps n'est plus seulement au discours. Il faut absolument aujourd'hui qu'on passe à la prise de décision. Au moment où nous parlons, on a enregistré à moins de 2 mois 105 cas. Et selon les échos... Décès. Oui, et plus de 10 000 cas. Selon les échos, je vous disais, dès ma première prise de parole, les échos que j'ai des hôpitaux dans les 10 régions font fraude. Vraiment, je pense qu'il faudrait que le gouvernement se prononce dans les heures qui suivent. Formellement. Je pense qu'on n'a même plus le temps aujourd'hui de tergiverser. En entrant ici, on va vous dire, un directeur d'hôpital me disait, il propose un couvre-feu entre 21h et 5h du matin pour limiter les fréquentations des boîtes de nuit, pour limiter. Je voudrais dire que avec les leçons apprises... On a dit 18h, vous ramenez à 21h. Je dis, c'est une proposition Oui. que quelqu'un a eu à faire. Oui. Je voudrais dire que aujourd'hui, il est évident qu'il est difficile d'identifier chaque Camerounais dans son domicile. Et peut-être il devient à partir de ce moment-là difficile de pouvoir dire qu'on puisse aider chaque Camerounais. Camille Ateba parlait de la capacité de pouvoir aider. Donc, pour dire que cette situation fait en sorte qu'il est difficile. Mais je pense qu'on a la capacité aujourd'hui de mettre d'autres mesures qui permettent à ce que l'économie ne s'effondre pas totalement, mais qu'on puisse également limiter la chaîne de transmission de la maladie. Je pense que c'est possible aujourd'hui et on peut, par exemple, dans les banques, on n'a jamais fermé les banques, mais quand vous arrivez dans les banques, il y a un nombre de personnes qui ne pouvaient pas entrer. Et quand vous entrez au niveau des fauteuils, on vous disait c'est 2 personnes pour un fauteuil de 3. Donc je pense que toutes ces dispositions peuvent être appliquées aujourd'hui et peuvent contribuer fortement. Okay. Et puis, je pense qu'on parlera tout à l'heure de la prise en charge, parce qu'il faudrait également, entre autres, intégrer quand même notre pharmacopée traditionnelle dans la lutte contre la Covid qui est jusqu'ici suffisamment mise à l'écart. Voilà, justement. Madame, Monsieur, nous allons donc repartir à Douala où nous attend Cédric Nouvelet pour le 20h. Quant à nous, on se retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie du docteur Co, Joseph Benboum et Camille Ateba. Dans un instant donc, le 20h de Cédric Nouvelet. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Lorsque l'armée camerounaise se retrouve dans une